Le chapitre qui va suivre concerne l'estomac. C'est un segment très particulier du tube digestif intrapéritonéal. Nous allons l'étudier sur l'anatomie descriptive, puis ses différentes vascularisations, l'anatomie ensuite topographique et quelques particularités fonctionnelles. L'estomac est un réservoir qui est également dénommé gaster, d'où l'adjectif gastrique, réservoir qui est interposé entre l'œsophage et le duodénum. Ce réservoir est extensible, en moyenne 2 litres, encore que dans certains abus on peut aller sur une capacité plus importante. Il est caractéristique par une mobilité entre 2 points fixes, le cardia qui se projette en T11 et le pylore en L1. C'est un viscère thoraco-abdominal. En effet, on a toujours tendance à le situer trop bas, au-dessous de l'ombilic. En fait, l'estomac est recouvert en partie par le grille costal gauche et il est toujours situé au-dessus de l'ombilic. C'est un viscère qui assure la digestion des aliments avec une sécrétion acide, mais aussi une sécrétion peptique. On entend par viscère thoraco-abdominal le fait que l'estomac, pour sa partie verticale, est en majorité masqué par le grille costal gauche. En effet, cette portion n'est pas accessible à l'examen clinique. Elle est au contraire protégée et masquée par ce grille costal gauche et la coupole diaphragmatique du même côté. Commençons par l'anatomie descriptive. Voici l'estomac représenté de face, avec son origine, le cardia qui se projette en T11, c'est la jonction entre l'œsophage abdominal et l'estomac. Sa terminaison, c'est le pylore, projeté de façon constante en L1, qui se poursuit par le duodénum. Le corps gastrique est vertical, c'est la partie la plus volumineuse, alors que le sommet s'appelle le fundus, qui est régulièrement convexe vers le haut. L'antre gastrique est horizontal, oblique en haut et à droite. Il y a ensuite 2 bords, la grande courbure sur le côté gauche, la petite courbure sur le côté droit. Il y a des angles avec l'incisure cardiale ou angle de His entre l'œsophage et l'estomac, et l'incisure angulaire qui divise la petite courbure en 2 parties, une partie verticale et une partie horizontale. Les mensurations sont les suivantes. L'estomac mesure en moyenne 25 cm de hauteur pour 12 cm dans le sens transversal et 8 cm en épaisseur. L'estomac est caractéristique par un appareil musculaire très développé, appareil musculaire qui va permettre de mélanger, de brasser les aliments avec les sécrétions gastriques. Contrairement aux autres segments du tube digestif qui ont 2 couches musculaires lisses, il y a 3 plans musculaires lisses pour l'estomac. Le premier, c'est une couche longitudinale superficielle. Les fibres musculaires suivent l'orientation qui existe au niveau de l'œsophage, suivent la direction de la petite courbure et se poursuivront au niveau du duodénum. La couche circulaire suivante, c'est la couche moyenne, intermédiaire, avec des fibres d'orientation transversale, et de façon spécifique, l'estomac possède une couche musculaire oblique, profonde, couche musculaire oblique qui n'existe pas sur toute la surface, puisqu'elle débute au niveau de l'incisure du cardia et qu'elle reste à distance de la petite courbure. Elle se poursuit par contre en direction de la grande courbure. Il existe entre ces couches musculaires des plexus végétatifs mi-entériques qui appartiennent au système nerveux autonome et qui vont participer à la motricité de l'estomac. On va maintenant détailler la jonction gastro-œsophagienne. Jonction gastro-œsophagienne ou cardio-œsophage, c'est une région où le passage des aliments est ralenti par un système anti-reflux gastro-œsophagien. En effet,
Si la muqueuse gastrique est parfaitement équipée pour supporter l'acidité produite par l'estomac, la muqueuse de l'œsophage ne l'est pas du tout, elle est très fragile, et un reflux du contenu de l'estomac vers l'œsophage produit une œsophagite peptique. Cette zone est soumise à des servitudes contradictoires. En effet, il ne faut pas d'obstacle pour la descente rapide du bol alimentaire, mais il faut par contre une continence vers le haut, indispensable pour éviter le reflux. Il y a la participation de plusieurs structures. Ce premier schéma représente une coupe frontale de la jonction gastro-œsophagienne, avec une partie des systèmes anti-reflux. Il y a tout d'abord le muscle diaphragme. Le muscle diaphragme, avec ses fibres musculaires qui restent à distance du tube digestif qui est l'œsophage. Sur le versant thoracique, la plèvre pariétale se poursuit avec la plèvre viscérale. Cette plèvre pariétale est complétée par le fascia endothoracique qui recouvre la face thoracique du muscle diaphragme. Sur le versant abdominal, l'équivalent est le fascia transversalis qui va s'arboriser avec des fibres conjonctives qui forment un véritable manchon autour de l'œsophage. Autour de l'œsophage lors de sa traversée du hiatus œsophagien. Enfin, le péritoine pariétal va établir sa ligne de réflexion avec le péritoine viscéral qui recouvre l'estomac et l'œsophage. Ce second schéma, qui est une dissection de la zone du hiatus œsophagien et de la jonction œsophago-gastrique, représente une autre partie des systèmes anti-reflux, à savoir les membranes gastro-œsophagiennes qui forment deux segments de cônes de tissu conjonctif avec l'adjonction de quelques fibres musculaires, tant sur le versant thoracique que sur le versant abdominal. Le ligament gastrophénique, qui n'est pas un ligament au sens réel du terme, mais une adhérence entre péritoine pariétal et péritoine viscéral, participe au maintien du fundus contre le diaphragme et participe au maintien de l'angle œsogastrique. D'autres systèmes plus accessoires sont représentés sur ces différents petits schémas. Ce sont toujours des systèmes anti-reflux qui comprennent les piliers du muscle diaphragme. Lors de sa contraction, le muscle diaphragme va fermer l'abouchement de l'œsophage. L'angle de His et la valvule de Gubarov. L'angle de His doit être un angle aigu. Il se poursuit par un repli de la muqueuse qu'on appelle la valvule de Gubarov qui a en fait un rôle relativement accessoire. La musculature oblique profonde participe au maintien de l'angle de His, un angle relativement fermé, et parmi ces systèmes anti-reflux, il y a les vaisseaux et nerfs adjacents, qui sont les deux nerfs vagues droit et nerf vague gauche, qui ont une certaine rigidité et qui maintiennent l'œsophage en bonne position, mais également la partie épaisse, la pars condensa du petit épiplomb, le ligament gastrophénique qu'on a déjà cité, et l'artère coronaire stomachique, l'une des trois branches du tronc cœliaque, qui vient au contact de l'œsophage lors de son abouchement dans l'estomac. La vascularisation de l'estomac est un chapitre important parce que ce viscère mobile, qui produit une abondante sécrétion, a besoin d'un apport artériel abondant. Apport artériel qui provient du tronc cœliaque, mais il y a également un retour veineux qui est important par le système porte et en partie par le système cave, et enfin une circulation lymphatique très abondante. La vascularisation artérielle, on l'a vu sur le plan embryologique, provient du tronc cœliaque. Tronc cœliaque qui, après avoir quitté l'aorte, se divise très vite en trois branches. L'artère coronaire stomachique, qui a un trajet arciforme en direction crâniale, puis l'artère splénique,
qui vascularise principalement la rate, mais participe à la vascularisation de l'estomac. Et enfin l'artère hépatique, qui là aussi est destinée à la glande hépatique, mais va donner un contingent important pour l'estomac. Ces trois vaisseaux traversent initialement le mésogastre dorsal avant d'atteindre le tube digestif et la portion gastrique. Le schéma en bas et à droite montre le développement de la poche rétrogastrique à partir du récessus hépato-entérique. En effet, par rapport au schéma en haut et à gauche, la situation est plus évoluée sur le plan embryonnaire, et on voit selon la flèche que le développement du récessus hépato-entérique, future poche rétrogastrique, se fait en passant dans un anneau artériel qu'on appelle le foramen burseo-mentalis, anneau artériel qui comprend l'artère coronaire stomachique en haut, l'artère hépatique en bas. Le tronc cœliaque est un gros vaisseau qui a son origine sur la face ventrale de l'aorte avec une projection constante en T12. La trifurcation donne l'artère coronaire stomachique, qu'on appelle aussi l'artère gastrique gauche, puis l'artère splénique, et enfin l'artère hépatique commune. L'artère splénique est orientée vers la gauche, l'artère hépatique commune vers la droite. Ce sont de gros vaisseaux avec un débit artériel important. L'artère hépatique commune va donner l'artère gastro-duodénale, c'est la participation gastrique de cette artère, et l'artère hépatique commune donne l'artère hépatique proprement dite, destinée à la glande du même nom, qui sur son trajet va donner l'artère pylorique ou artère gastrique droite, par opposition à l'artère coronaire stomachique, qui est l'artère gastrique gauche. Ce schéma représente l'estomac vu de face, sur sa face ventrale associée au grand omentum, avec la totalité de l'arborisation artérielle qui vascularise l'estomac et le grand omentum. À partir de l'aorte, naît le tronc cœliaque qui donne ses trois branches. Premièrement, l'artère coronaire stomachique qui a un trajet arciforme, convexe vers le haut, et qui participe à la formation de la moitié du foramen burseo-mentalis. Lorsqu'elle atteint la petite courbure, l'artère coronaire stomachique donne deux branches, une ventrale, une dorsale. Elles ont toutes les deux un trajet contourné au contact de la petite courbure, sur la portion verticale, et donnent des vaisseaux en dents de peigne, des vaisseaux terminaux qui vont traverser la paroi gastrique. Ceci est visible sur la face ventrale comme sur la face dorsale. Cette artère coronaire stomachique donne comme collatérale l'artère cardio-œsophagienne ventrale. Elle vascularise la région du cardia et elle va s'anastomoser avec l'artère cardio-œsophagienne dorsale qui est une branche de l'artère splénique. L'artère splénique passe sur la face dorsale de l'estomac, non pas au contact, mais sur le bord supérieur de la glande pancréatique qu'on verra ultérieurement. L'artère splénique, deuxième branche du tronc cœliaque, a un trajet horizontal, contourné, festonné. Elle passe au bord supérieur de la glande pancréatique. Elle va ensuite, après avoir traversé ce mésogastre dorsal, atteindre la rate, le hile de la rate. Elle donne comme collatéral les vaisseaux courts gastriques qui sont destinés à la grande courbure. L'artère splénique donne ensuite l'artère gastro-épiploïque gauche. C'est une artère qui reste à distance de la grande courbure, contrairement à l'artère coronaire stomachique. Cette artère gastro-épiploïque va donner de multiples vaisseaux terminaux en direction de la face ventrale ou dorsale pour vasculariser la grande courbure. Troisième branche, c'est l'artère hépatique commune. C'est le deuxième demi-cercle du foramen burseo-mentalis qui va remonter dans le petit épiplon, dans la pars vasculosa du petit épiplon, et sur ce trajet, l'artère hépatique commune donne une première collatérale très importante,
l'artère gastro-duodénale. L'artère gastro-duodénale passe sur la face dorsale du premier duodénum, puis en arrivant au niveau de la face caudale du premier duodénum, elle va donner l'artère gastro-épiploïque droite, équivalente de la gauche précédente, l'artère gastro-épiploïque droite qui reste là aussi à distance de la grande courbure et qui donne de multiples vaisseaux terminaux, tant pour la face ventrale que la face dorsale de l'antre gastrique. Ces artères gastro-épiploïques vascularisent bien sûr l'estomac, mais elles vont vasculariser également le grand omentum. Ce grand omentum est ici représenté de façon très simplifiée avec une anastomose caudale, l'arcade de Barkov. En fait, c'est un véritable réseau en maille de filet avec de multiples anastomoses qui parcourent le grand omentum. Cette structure péritonéale, qui va se surcharger de tissus graisseux ultérieurement, à l'âge adulte, le grand omentum a une vascularisation extrêmement abondante et donc un pouvoir de cicatrisation et un pouvoir d'isolement vis-à-vis des phénomènes inflammatoires et infectieux qui est très important. On a vu l'artère gastro-duodénale qui passe sur la face dorsale du premier duodénum. C'est une zone où fréquemment se développent des ulcères de la paroi. C'est une érosion de la muqueuse puis de la musculeuse du duodénum qui peut atteindre l'artère gastro-duodénale et provoquer une hémorragie dans le tube digestif, parfois très abondante. Sur le trajet de l'artère hépatique, dans sa partie verticale qui remonte dans le petit épiplon, l'artère hépatique donne l'artère pylorique qui vascularise la partie horizontale de l'antre gastrique. Il en résulte deux grands sites d'anastomose. Le cercle artériel de la petite courbure gastrique, avec une anastomose entre artère coronaire stomachique et artère hépatique par l'intermédiaire de la pylorique, et à l'opposé, le cercle artériel de la grande courbure, qui permet une anastomose entre artère splénique et artère hépatique par les artères gastro-épiploïques droite et gauche. Le retour veineux de l'estomac est très important. En majorité, ce retour veineux va se faire en direction du système porte, avec la veine porte qui va rejoindre la glande hépatique pour filtrer, métaboliser le sang du tube digestif. Le retour veineux se fait également vers le système cave pour une petite surface avec des anastomoses porte-cave dont nous verrons l'utilité. Premièrement, sur le versant de la grande courbure, la veine gastro-épiploïque droite draine le sang qui provient de l'antre gastrique. Cette veine gastro-épiploïque droite est à distance de la grande courbure, comme l'artère, mais contrairement au niveau des membres, où il y a 2 à 3 veines pour une artère, pour le tube digestif, il y a une seule veine pour une artère. La veine gastro-épiploïque droite s'associe à la veine colique supérieure droite, à la veine pancréatico-duodénale antérieure et supérieure, pour former le tronc veineux gastrocolique de Henle. Ce tronc veineux gastrocolique de Henle rejoint la veine mésentérique supérieure. La partie verticale de la grande courbure est drainée par la veine gastro-épiploïque gauche. Elle rejoint la veine splénique. La partie de la veine splénique qui draine le sang de la rate aura un trajet ensuite presque horizontal, trajet rectiligne contrairement à l'artère, et qui est situé en arrière du pancréas. Cette veine splénique reçoit près de sa terminaison la veine coronaire stomachique. Toutes les deux vont rejoindre la veine porte. La veine pylorique, enfin, la veine pylorique draine la partie supérieure de l'antre gastrique et rejoint directement la veine porte. La région de la jonction gastro-œsophagienne est une jonction frontière entre le système porte et le système cave.
C'est là que des veines cardio-œsophagiennes ventrales vont rejoindre soit directement la veine cave inférieure, soit par l'intermédiaire de la veine hémiazygos inférieure gauche, qui rejoint la veine azygos, va se jeter dans la veine cave supérieure. C'est donc une zone d'anastomose entre système porte et système cave. C'est ce qu'on appelle les anastomoses porto-cave de la petite courbure. En effet, lorsque le flux veineux porte n'a pas de frein, eh bien, la majorité du sang passe dans le système porte vers la glande hépatique. Mais en cas d'obstruction de cirrhose hépatique, de blocage de la glande hépatique, eh bien, les anastomoses porto-cave, qui sont virtuelles normalement, vont se développer fortement pour permettre un reflux du sang directement dans le système cave. Mais ces anastomoses porto-cave, qui sont de petits vaisseaux avec des parois fragiles qui vont être mises à mal lorsqu'elles sont purement sous-muqueuses au niveau de l'œsophage, ne serait-ce que lors d'un effort de vomissement, et qui peuvent être à l'origine d'hémorragies digestives très abondantes. La circulation lymphatique est particulièrement abondante sur l'estomac. Elle est divisée en différents territoires, qui sont ici représentés sur la face ventrale de l'estomac, différents territoires qui comportent des petits vaisseaux lymphatiques, avec des parois équivalentes aux capillaires, qui vont utiliser des relais, des ganglions lymphatiques ou lymphonodes, et ces ganglions suivent les trajets des artères qui vascularisent l'estomac. Premièrement, le territoire splénique comprend la partie gauche du fundus et du corps, depuis la mi-hauteur du corps gastrique jusqu'au niveau du fundus. Ce territoire splénique a un flux qui va suivre ensuite transversalement l'artère splénique. Le territoire gastro-épiploïque comprend la moitié gauche et inférieure de l'estomac sur la grande courbure, qui ensuite draine un flux gastrique inférieur. Le flux pylorique est un petit territoire sur le bord supérieur de l'antre, et tous ces éléments rejoignent le groupe de lymphonodes rétropancréatiques, groupe de lymphonodes qui sera à l'origine de la citerne du chyle éventuellement, et qui remonte par le conduit lymphatique dans le médiastin. Le groupe coronaire stomachique a un territoire assez vaste, à la fois du cardia, la moitié droite du fundus, le corps vertical et une petite partie de l'antre. Ce territoire coronaire stomachique se draine dans le groupe rétropancréatique. Le conduit lymphatique, ou canal thoracique, remonte dans le médiastin pour aller se terminer dans le système cave supérieur, au niveau du creux supraclaviculaire gauche. Troisième chapitre, l'anatomie topographique. L'estomac, relativement plat entre la face ventrale et la face dorsale, sera décrit sur tout d'abord ses rapports ventraux. Le diaphragme n'est pas une véritable frontière. En effet, le diaphragme n'est pas étanche, c'est un muscle qui de plus se distend en vieillissant. C'est sur le muscle diaphragme que reposent le péricarde et le cœur. Le diaphragme n'étant pas une frontière étanche, l'estomac a des rapports thoraco-abdominaux. Premièrement, la masse cardiaque vers le haut, puis les plèvres et le poumon gauche. La coupole diaphragmatique gauche se projette au niveau du 5e espace intercostal et le lobe gauche du foie vient au contact ventral de l'estomac. Sur la face ventrale, l'estomac se projette au niveau de l'espace de Traubé, recouvert par les côtes, mais c'est surtout le triangle de Labé qui est un secteur d'examen clinique entre les deux bords du grille costal sous la glande hépatique.
Les rapports dorsaux. La face dorsale de l'estomac est représentée ici en pointillé, et cette face dorsale est au contact du muscle diaphragme pour la coupole diaphragmatique gauche, de la rate, mais aussi du rein et de la glande surrénale gauche. L'estomac est ensuite en contact avec le pancréas et l'artère splénique, qui n'a pas le même trajet que la veine du même nom. Le mésocolon transverse a son origine sur la paroi dorsale de la cavité péritonéale, et ce mésocolon transverse va jusqu'au côlon transverse et forme un ligament gastrocolique. C'est en ouvrant ce ligament gastrocolique que on arrive à entrer chirurgicalement dans la poche rétrogastrique. Quels sont maintenant les rapports avec le péritoine? Ce schéma représente la face ventrale de l'estomac ainsi que la face caudale de la glande hépatique et au centre le petit épiplon. Le lobe gauche du foie est récliné vers le haut avec sur le lobe droit du foie la vésicule qui a laissé une marque et qui est recouverte par son péritoine viscéral. Le petit épiplon est divisé en trois parties. Premièrement, ici la partie du pédicule hépatique qu'on appelle aussi la pars vasculosa. Deuxième partie, la pars flaccida qui est mince. Troisième partie, la pars condensa qui joue un rôle de ligament et de maintien de la jonction gastro-œsophagienne vis-à-vis de la glande hépatique. Le petit épiplon est donc un épiplon gastro-hépatique. Ce schéma représente une coupe frontale de la moitié crâniale de la cavité de l'abdomen. Les parois latérales ont été sectionnées, ainsi que les coupoles diaphragmatiques droite et gauche. Plusieurs viscères ont été retirés, la glande hépatique en totalité, mais également l'estomac, la rate et la queue pancréatique. Nous allons suivre le trajet qui conduit vers la poche rétrogastrique. Tout d'abord, le hiatus de Winslow est situé entre la veine cave inférieure en arrière, le pédicule hépatique avec la veine porte en avant. Ce hiatus de Winslow est court, étroit. Il est délimité par le pédicule hépatique qui contient la veine porte, élément plus dorsal, en avant l'artère hépatique commune, et juste au-dessous, le premier duodénum qui se prolonge par le cadre duodénal maintenu par l'accollement de Treitz. La seconde portion, c'est le vestibule. Le vestibule avec ce prolongement crânial sur la face gauche de la veine cave inférieure. Arrive ensuite l'anneau artériel du foramen bursé ommentalis. Ce foramen bursé ommentalis est constitué, nous l'avons déjà vu, de l'artère coronaire stomachique avec sa convexité crâniale et l'artère hépatique commune avec sa convexité caudale. Au-delà du foramen bursé ommentalis, c'est la poche rétrogastrique proprement dite, qui est délimitée en haut par le ligament gastrophrénique, adhérence entre péritoine viscéral de l'estomac et péritoine pariétal qui recouvre la coupole diaphragmatique gauche, puis l'épiplon pancréatico-splénique, qui fait la jonction entre le pancréas et la rate, qui appartient donc au mésogastre dorsal, et le mésocolon transverse. L'ablation de la glande hépatique laisse apercevoir le ligament triangulaire droit. C'est en fait une vaste zone d'adhérence entre le péritoine viscéral qui recouvre le foie et le péritoine pariétal de la coupole diaphragmatique droite. On a un équivalent, le ligament triangulaire gauche, beaucoup plus restreint, constitué sur le même principe, mais plus étroit parce que le lobe gauche du foie est plus petit et donc moins lourd. Dans la partie dite rétropéritonéale, on a la veine cave inférieure, avec la terminaison ici sectionnée des veines suprahépatiques. Dans la partie inférieure et droite du schéma, on trouve le côlon droit, qui forme son angle droit,
qui est sectionné à l'origine du côlon transverse, et le côlon gauche ou côlon descendant avec sa section juste avant l'angle gauche. Ce schéma va être représenté sur deux coupes transversales, une qui passe au niveau de la flèche A, donc par le foramen bursio-mentalis et le hiatus de Winslow, et une qui passe par le plan B, par la poche rétrogastrique proprement dite. La coupe A, dans le haut de l'écran, est orientée de telle façon que c'est le segment inférieur de la coupe qui est représenté. La gauche est donc sur la gauche de l'écran, et elle passe par la vertèbre T12. On retrouve, autour de la vertèbre T12, les piliers du muscle diaphragme, ventralement l'estomac qui est relié sur sa petite courbure par le petit épiplomb, jusqu'à la pars vasculosa du petit épiplomb. Pars vasculosa ou pédicule hépatique qui contient la veine porte, la voie biliaire principale et l'artère hépatique commune. En arrière de celui-ci, c'est le hiatus de Winslow, avec comme élément dorsal la veine cave inférieure et sur la ligne médiane l'aorte. On a ensuite le foramen bursio-mentalis, qui n'est pas dans un plan sagittal mais au contraire oblique, l'artère hépatique vers la droite, l'artère coronaire stomachique vers la gauche, puis cette cavité se prolonge par la poche rétrogastrique proprement dite, qui recouvre toute la face dorsale de l'estomac, déborde la grande courbure et laisse en arrière du péritoine pariétal postérieur le rein gauche. La coupe sous-jacente, passant au niveau B, à la même orientation, elle est au niveau de la vertèbre L1, accompagnée là aussi des piliers du muscle diaphragme. C'est la partie à la fois verticale de l'estomac et l'antre gastrique qui sont dans le plan de coupe, se prolongeant légèrement par le premier duodénum. Cette face antérieure est recouverte par la glande hépatique, le lobe gauche. On est au-dessous du hiatus de Winslow, on a donc la poche rétrogastrique qui est en arrière de toute la surface dorsale de l'estomac. L'accolement de Treitz maintient l'ensemble du duodénum, ainsi que le pancréas, et partant de la glande pancréatique, qui est en arrière de la poche rétrogastrique, en suivant le mésogastre dorsal, on arrive au niveau de l'épiplomb pancréatico-splénique, jonction entre le pancréas et la rate. La rate, dans la progression du développement de la poche rétrogastrique, a été repoussée contre la paroi latérale gauche de l'abdomen. Elle est recouverte de péritoine viscéral. La jonction et terminaison du mésogastre dorsal avec la grande courbure de l'estomac se fait par l'épiplomb gastrosplénique.